Et on a le plaisir d'avoir 4 Parisiens qui vivent, et Parisiennes, qui vivent le Paris du quotidien. Et donc on va pas se raconter d'histoire. Moi je vais le taire et on va les écouter. J'appelle donc 4 Parisiennes et Parisiens, Mohamed Gassama, Linda Abba, Justine Henry et Patrick Lévy-Veil, s'il vous plaît. Ah, il y a des fans. Ah, il y a des fans, clairement. On va donc commencer avec toi. Tu habites le 20e. Tu achètes tes bouquins au Mont-en-l'Air et tu bois des coups à Belleville. Un quartier animé, ça peut avoir ses défauts. Bon, je dis ça parce que j'en profite pour rappeler que je suis député d'une partie du 7e arrondissement. Et je remercie d'ailleurs ceux qui sont là. Merci le 7e. Du 20e en charge d'un sujet majeur, du quotidien, propreté, lutte contre les incivilités, il y a du boulot, et je pense que tu es particulièrement bien placé pour nous parler un peu de ton expérience à Paris. Merci Olivia, merci à tous, bonsoir surtout, et bienvenue à Paris, bienvenue dans le 10e. Effectivement, je suis un élu du 20e en charge de la propreté, effectivement, un sujet qui défraie la chronique parisienne. Et effectivement, il faut vraiment beaucoup de courage pour justement aller au-devant des habitants pour en parler. Mais on le fait parce que on est convaincu que c'est avec eux, c'est avec les habitants qu'on peut justement résoudre ce problème de la propreté. Alors, c'est vrai qu'en 2014, l'actuel maire de Paris a fait de la propreté sa priorité, avait fait de la propreté la priorité. Et force est de constater que bon, les espoirs ont été un peu touchés. J'étais effectivement élu à la propreté, je le suis toujours, et je me suis dit, tiens, je vais avoir des moyens. Bon, j'en ai pas eu énormément, malheureusement, et donc j'ai dû effectivement faire avec ce que j'avais entre les mains. La propreté, c'est pour moi une bataille culturelle. Une bataille culturelle au niveau, bien sûr, de la puissance publique, qui est la ville de Paris, mais aussi une bataille culturelle au niveau de la démocratie, au niveau du citoyen. La puissance publique, c'est quoi? C'est cette ville de Paris qui organise effectivement le traitement de cet espace public. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Qu'est-ce que j'ai constaté de l'intérieur avec la pratique que j'ai eue maintenant depuis 5 ans de cette délégation? C'est que l'organisation n'a pas suivi les usages, les pratiques de la ville de Paris. J'ai constaté qu'on était en décalage. Et malgré les informations que je faisais remonter au niveau de l'hôtel de ville, on m'a même interrogé comment on pourrait faire pour améliorer la propreté. Ben, finalement, je n'ai pas été écouté et on est resté sur un statu quo. Moi, je me suis dit que finalement, soyons dans la proposition, et effectivement, c'est pour ça que je suis plutôt content d'être dans cet amphithéâtre, dans ce théâtre, pour échanger avec vous. Et j'avais aussi échangé avec le groupe de travail au préalable, et beaucoup d'idées sont sorties. Et il me semble que, et je vais prêcher pour ma paroisse quand même un petit peu, il me semble que la mairie d'arrondissement est un échelon qui n'a pas assez été utilisé en matière de propreté. Il me semble que c'est du bon sens, simplement. C'est vrai que le maire d'arrondissement et ses équipes techniques, ses équipes d'élus, sont au plus près des habitants, au plus près du terrain. Et il me semble que utiliser cette expertise-là peut améliorer grandement la propreté à Paris et ne pas toujours être au niveau de l'hôtel de ville pour diriger, pour organiser le travail au quotidien. Parce que c'est un travail du quotidien, la propreté. C'est un travail qui est harassant. Et là, je voudrais saluer le travail des agents qui sont là de 6 h du matin à 8 h du soir. Vous les voyez, ils sont les bonhommes et les dames en vert qui sont effectivement dans un travail qui est harassant, matin, midi et soir, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il fasse, comme aujourd'hui, très très chaud. Alors, il faut faciliter le travail de ces agents-là. Et il me semble que
mécaniser beaucoup plus ce travail sur le terrain, dans l'espace public, peut être une solution intéressante à explorer. Ensuite, il faut, je pense, réfléchir aussi sur la question de la collecte des déchets. Moi, dans le 20e, j'ai des agents qui font et le nettoiement et la collecte. Ça me paraît un peu comment dire, comment cet agent peut faire et la collecte et le nettoiement. J'ai toujours posé la question, on m'a pas répondu. Bon, donc je pense que c'est une piste à, à explorer. Enfin, la question de la bataille culturelle, comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi le citoyen. Aller vers le citoyen. Et je vais citer un autre candidat, qui était candidat putatif à la mairie de Paris, Mounir, qui avait dit que l'agent de propreté peut être aussi un vecteur d'information et de collecte d'informations auprès des citoyens. Donc, pourquoi pas imaginer que, de façon hebdomadaire, cet agent aille s'enquérir des problèmes que les habitants ont pu déceler pendant la semaine et pouvoir justement ajuster au plus près les questions et de nettoiement de l'espace public. Okay. Donc je vais terminer là, je le dis, c'est une bataille culturelle, c'est une bataille de tous les jours. Songez qu'à Tokyo, qui est une ville extrêmement dense, qui est une mégalopole, il n'y a pas une seule corbeille de rue, et c'est une ville qui est extrêmement propre. Donc on peut y arriver aussi à Paris, j'en suis convaincu, il faut juste un peu de conviction, un peu de méthode, et on va gagner cette bataille culturelle, j'en suis convaincu. Merci. Merci parce que si ça c'est du témoignage hors sol, alors moi, je suis la reine d'Angleterre. Parce que c'est d'une clarté et d'une opérationnalité exemplaire. Franchement, merci. La propreté, tu l'as dit, c'est le premier marqueur en fait du respect qu'on se porte entre nous. C'est la base, c'est une des bases du vivre ensemble, hein, que ce soit d'ailleurs à la maison, dans l'espace privé, mais aussi dans l'espace public. Et la propreté, c'est aussi la base de l'environnement. La ville de Paris déclare ramasser pas moins de 350 tonnes de mégots par an dans les rues. Un temps considérable, comme tu l'as dit, que les éboueurs passent à ça plutôt qu'à d'autres tâches, alors que c'est un geste tellement quotidien qu'on pourrait quand même tous s'y mettre et favoriser du temps plus utile pour ces personnels de propreté au quotidien. Sur ce sujet très précisément, l'hygiène de la ville, c'est aussi l'hygiène quelque part de la vie. Nous avons le plaisir d'avoir ce soir à nos côtés Linda Abba, qui est responsable des questions environnementales dans le comité LAREM Paris 14 et qui va, en quelques minutes, et je t'en remercie, nous expliquer quel est son quotidien aujourd'hui et qu'est-ce que toi, notamment en tant que maman aussi, tu voudrais peut-être pour le Paris de demain. Je vous remercie d'applaudir très fort Linda Abba. Et bonsoir les marcheurs. Alors, je me présente, je suis une maman solo de 2 garçons de 17 ans. Je vis dans le 14e arrondissement et plus précisément à Porte d'Orléans. Le gros problème dans notre arrondissement, c'est la pollution. La pollution de l'air, la pollution sonore qui sont engendrées par les grands axes et le périphérique. Essentiellement, la pollution vient des transports, il vient du logement. Et moi qui habite Porte d'Orléans, je peux vous le confirmer. Je vis dans une résidence construite récemment, orientée sud sur le boulevard extérieur. J'ai un beau balcon, mais malheureusement, je ne peux pas en profiter. Je suis exposée au pic de pollution de l'air et sonore le plus élevé de Paris. Je peux mettre quelques arbres, ça me fera une petite forêt urbaine. Ça me permettra... Ça me permettra de ventiler mon appartement, parce que là, entre la pollution de mon appartement et la pollution du boulevard, j'ai mon cœur qui balance. Et je ne parle pas des enfants qui sont en bas. On a une petite crèche. Je travaille aussi dans l'arrondissement, donc je respire cet air pollué toute la journée, au quotidien, toute la semaine. J'aurai bientôt le plaisir de nager
dans la piscine Elisabeth, construite aux abords du périphérique. On y a prévu un solarium. Donc, comme vous devez le deviner, je vais penser aux particules fines. Je l'imagine déjà. Il fallait y réfléchir quand même. C'était une chouette idée. On a aussi les infrastructures sportives qui sont construites et qui se retrouvent pareil le long du périphérique. Tout ça dans une ambiance sonore continue, des diverses sirènes et des deux roues. Vous savez, la pollution de l'air, c'est quand même important. 48 000 décès prématurés par an en France. 48. Moi, j'ai un rêve. Je rêve d'un quartier plus vert, plus riche en biodiversité, pardon. Je rêve d'un arrondissement plus apaisé, donc avec moins de voitures et moins de bruit. Plus de place pour les rencontres de vie de quartier, et évidemment, sans trottinette et vélo sur la place du piéton. Aujourd'hui, ça relève un parcours de combattant de faire une petite balade tranquillement. Je rêve d'un quartier où chaque habitant pourra trouver des aliments sains à des prix accessibles. Et enfin, je rêve d'un arrondissement où chacun prendra sa part, participera, s'exprimera pour faire avancer la qualité de vie de nos quartiers. Aujourd'hui, Benjamin Griveaux fait de la santé environnementale son principal combat. Et il le fait avec des mesures concrètes, de bon sens, et pas qu'avec des grands discours. On peut l'applaudir. Benjamin Griveaux souhaite renforcer la prévention à destination des enfants en réalisant 3 examens respiratoires à l'école, à 3 ans, à 6 ans, à 11 ans. Il souhaite remplacer les 8000 systèmes de ventilation des classes parisiennes qui sont parmi les endroits les plus pollués de Paris. Et pour faire baisser concrètement la pollution de l'air, il veut interdire les bus les plus polluants. Il veut aussi accompagner les Parisiens qui souhaitent changer de scooter. On passe du scooter thermique au scooter électrique. Enfin, Benjamin Griveaux, il veut que le premier adjoint au maire soit chargé exclusivement des affaires, des questions environnementales et écologiques. Alors Benjamin, on compte sur toi pour continuer à faire des propositions, des mesures plus concrètes pour lutter contre la pollution à Paris. Et tu peux compter sur nous et sur notre énergie. Merci Linda. Nous étions dans le 14e pendant quelques instants, un quartier connu malgré cette pollution de l'air, connu autrefois d'ailleurs pour sa lutte, qui n'existe plus aujourd'hui, mais que nous appelons toujours Montparnasse. On va donc enchaîner maintenant et passer la parole à une habitante d'un autre arrondissement dont la butte demeure très célèbre et a encore un avantage, c'est qu'elle existe encore. Vous avez évidemment reconnu la butte Montmartre, vous avez évidemment reconnu Justine Henry, notre référente du 18e, une référente qui travaille ardemment et depuis de longues années d'ailleurs, et notamment au sein d'En Marche, depuis maintenant plus de 2 ans, de façon extrêmement approfondie, sur un sujet qui est notre sujet à tous, que tu appelles joliment celui des solidarités. La parole est à Madame Justine Henry sur ce sujet essentiel sur lequel tu es beaucoup investie. Merci Justine. Bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, je suis venue vous parler de solidarité
Et l'envie des Parisiens que cette ville soit solidaire a été très fortement exprimée dans Paris et moi. Thibaut Gouache, qui est référent du 19e, qui traite toutes ces données, m'a rappelé à quel point les Parisiens souhaitaient autant que la ville soit solidaire qu'ils souhaitaient qu'elle soit propre. C'est dire donc à quel point l'envie est forte sur ce sujet. Et j'ai envie de prendre le sujet en vous parlant de moi. Donc, quand j'étais bretonne et qu'on me parlait des Parisiens, on me disait qu'à Paris, la vie c'était métro, boulot, dodo. Et ça, c'est pour les gens qui, quelque part, ont déjà une vie et qui vont bien. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas prendre le métro. Et là, on parle des gens qui sont en situation de handicap, parce que seulement 3% des stations de métro aujourd'hui sont accessibles pour ces personnes. Il y a des personnes qui n'ont pas de boulot, qui sont sans emploi et qui, pour cela, sont loin de la société actuelle et ont besoin qu'on leur tende la main. Et il y a des personnes qui n'ont pas de dodo, et là, je pense aux sans domicile fixe et aux réfugiés qui sont en situation d'intégration dans cette ville. L'iceberg, si je puis dire, parce que je l'ai vécu moi-même. Moi, je suis partie de cette catégorie qui a métro, boulot, dodo. Et pourtant, pendant la campagne présidentielle, un soir, je suis rentrée chez moi et j'ai senti de la fumée. Enfin, ça sentait un peu le brûlé dans mon appartement. Les marcheurs du 18e s'en souviennent. Et j'ai eu la réaction de me dire, j'ai deux choix. Soit je panique, je frappe à toutes les portes, j'appelle les pompiers. Soit je fais rien. A priori, il y a quelqu'un qui est monté juste avant moi chez lui. Il n'a pas paniqué. Je suis montée chez moi. Je suis restée attentive à la situation, quelqu'un d'autre est rentré chez lui sans trop se poser de questions manifestement, donc j'ai moi aussi pris le choix d'aller me coucher. Une demi-heure plus tard, les pompiers frappaient à ma porte et me faisaient descendre dans la rue parce qu'il y avait le feu au premier étage. Et quand on arrive sur le trottoir en pyjama et que pour la première fois on rencontre ses voisins alors qu'on vit à côté d'eux depuis 1 an à moins de quelques mètres, on se dit que là on a dû louper quelque chose en termes de solidarité. Et donc à partir de ce moment, je souhaitais qu'on s'intéresse au sein du groupe de travail sur la question de la solitude et du fait de vivre seul à Paris. Et quand on regarde les chiffres, il y a aujourd'hui un ménage sur 2 qui est en fait un ménage d'une seule personne. Et donc ces personnes-là, elles sont aussi seules, même si elles ne rentrent peut-être pas dans le scope des solidarités telles qu'on le connaît de manière assez classique. Et plus récemment, j'ai une maman qui m'a aussi rappelé à quel point, finalement, même quand on est en couple, même quand on est à deux, on est peut-être finalement un peu seul aussi, et notamment face à l'éducation de ses enfants, parce que quand on vient à Paris, et vous avez été plusieurs à lever la main tout à l'heure, quand on vient pour des études ou pour du travail, souvent on laisse sa famille en province, quand même dire les Parisiens, et donc on peut se retrouver dans une situation où finalement on a à faire face seul à un certain nombre de situations difficiles. Et je pense là aussi aux mères célibataires et aux familles monoparentales, parce qu'il n'y a pas que des mères célibataires, qui vont affaire à des situations pas forcément faciles tous les jours et qui aimeraient qu'une solidarité s'exprime à leur égard, et ça fait partie des sujets que l'on doit traiter. Et donc cette solitude, elle s'exprime finalement à tous les âges, que ce soit l'étudiant qui arrive à Paris, qui a laissé sa famille derrière lui, que ce soit la personne âgée qui vit seule, peut-être un peu isolée, et qui nous l'ont souvent exprimé dans Paris et moi, ont ce sentiment de ne plus être utile à notre société et aimeraient pourtant apporter quelque chose et qu'elles estiment qu'elles ont à apporter quelque chose. Donc on a là vraiment quelque chose à faire ensemble sur ce sujet des solidarités, mais aussi de la solitude et de la vie seule à Paris. Et pour moi, le job de maire, et donc j'espère le futur job de Benjamin, c'est de s'attaquer aux solidarités des SDF, des migrants et de ces sujets. Mais ces sujets, on ne peut pas les traiter seuls. Et là aussi, il y a un sujet de solitude dans la gouvernance. Et je pense qu'aujourd'hui, on est à peu près tous d'accord pour dire que justement, le point faible d'Anne Hidalgo, c'est d'avoir pris ces sujets seuls. Et aujourd'hui, on a besoin de travailler avec le gouvernement, avec la région et avec de nombreux acteurs de la métropole et des villes en dehors de Paris sur ce sujet. Juste là, vraiment, il faut faire. Ensuite, on a un deuxième sujet qui est d'avoir des politiques ambitieuses et ciblées sur les personnes qui en ont le plus besoin, et je pense là aux personnes âgées isolées et aux familles monoparentales. Et là, l'intelligence de notre candidat, c'est quand même d'arriver à faire de ces deux problématiques une opportunité. C'est-à-dire que les personnes âgées isolées deviennent quelque part, peuvent être une ressource, une aide, une entraide aux familles monoparentales. Et ça, c'est savoir recréer du lien et de la relation de la solidarité dans la société. Et le troisième enjeu, et qui sera probablement un enjeu collectif
c'est aussi celui de créer de la solidarité à échelle humaine, à l'échelle de nos quartiers, entre habitants, entre voisins, comme j'ai pu le raconter tout à l'heure avec cette histoire d'incendie dans mon appartement. Et là, c'est aussi le travail d'un maire de créer les conditions d'interaction entre les personnes, parce qu'elles arrivent forcément dans l'espace public la majorité du temps. Donc là, on a un enjeu d'espace public, le rendre plus propre, le rendre plus sécure, mais aussi en faire un lieu d'interaction entre les habitants pour qu'une solidarité se crée entre nous. Voilà, donc c'est les enjeux qu'on aura à relever. Je suis déjà persuadée que Benjamin les a pris à part, et donc je ne te souhaite qu'une seule chose, c'est que dans 8 mois, on ne t'appelle plus Benjamin Griveaux, mais Monsieur le maire. On a ce soir le plaisir d'avoir avec nous Patrick Lévy-Weitz, qui a plusieurs casquettes, dont 2 que je vais me permettre de saluer ce soir, en avant de son témoignage. D'abord, c'est un entrepreneur, ça se note quand même. Hein. Et je crois qu'il a remis récemment à l'excellent Julien de Normandie qui vient de nous rejoindre en première rang. Je crois qu'il a remis un rapport important, intéressant sur le sujet des territoires. On va avoir le plaisir de t'écouter maintenant, Patrick Lévy-Weitz, pendant 5 minutes sur ce sujet de l'attractivité, mais de l'attractivité, je dirais, avec un grand A, et pas de l'attractivité à minima, mais de l'attractivité à maxima, pas que sur les enjeux économiques, bien plus largement. Patrick, on t'écoute. Bonjour à tous. On a envie de parler d'attractivité. On parle souvent, quand on pense attractivité, on pense immédiatement attractivité économique, toujours. Et en réalité, on sait que Paris est une ville attractive. C'est vieux comme le monde, c'est vieux comme Paris. Et oserais-je dire que depuis 2 ans et demi, Paris, la France est devenue beaucoup plus attractive. Et évidemment, Paris en bénéficie par hasard 2 ans et demi. Et on le sait moins, c'est que cette attractivité, en fait, Benjamin a déjà fait le job, une partie du job de maire de Paris, mais il était au gouvernement. Puisqu'il est parti et que l'autorité bancaire européenne arrive à Paris, va s'installer à Paris, et vous imaginez évidemment au niveau international l'enjeu, et je pense qu'on peut applaudir déjà Benjamin, parce qu'avant d'avoir fait le job, il a déjà fait des choses. C'est l'attractivité, mais l'attractivité pour moi, c'est d'abord ceux qui viennent, parce que c'est toujours intéressant de regarder et d'entendre ceux qui ne sont pas concernés affectivement, charnellement comme nous, par Paris. Et en fait, j'ai de plus en plus souvent, vous sans doute aussi, des amis, de la famille qui viennent à Paris et qui disent « J'étais 2 jours à Paris, j'adore venir à Paris. Quelle belle ville !» Alors pour rien au monde, mais pour rien au monde, je voudrais y vivre. C'est arrivé à qui dans la salle? Voilà, tout le monde. Ça, c'est vraiment pas un rêve, dit-il. Et donc, ils ajoutent souvent d'ailleurs, à Paris, vous êtes totalement dingue. Vous voyez vos gosses ni le matin ni le soir, vous courez tout le temps, vous êtes stressés. Ils ajoutent parfois qu'on a l'impression que vous êtes des hamsters dans une cage qui n'arrêtez pas de courir. Bon, moi, d'ailleurs, ils ajoutent souvent que vous êtes dingue. Moi, j'ai pas l'impression d'être tellement dingue, vous non plus, parce que sinon, il faudrait nous enfermer, ça ferait beaucoup de monde. Mais quand même, à y réfléchir, c'est pas complètement faux. D'abord, un chiffre, par an, c'est 12 000 personnes, ça fait 4 ans, 50 000 personnes ont quitté Paris. 50 000 personnes. C'est l'équivalent du 5e arrondissement, que le 5e ne m'en veuille pas. Et dans le Grand Paris, c'est l'équivalent d'une ville comme Montpellier, c'est près de 200 000 personnes sur une mandature. Alors c'est un enjeu absolument majeur que de redonner envie de vivre, évidemment, à Paris. Alors ça dit quelque chose quand même. Ça dit quelque chose sur notre capacité à attirer les hommes et les femmes et à venir dans cette belle ville. On vient de parler de propreté, on vient de parler de santé, on vient de parler d'environnement, on pourrait parler de tellement de sujets. Moi, ma conviction, c'est que pour être attractif, d'abord Paris, avant toute chose, il faut qu'elle soit ouverte sur la petite couronne. Parce que si Paris ne s'ouvre pas au prétexte qu'il y a un périphérique, eh ben on va finir comme être une réserve d'Indiens, d'accord, qui se replie sur soi et qui n'est plus généreux. Ensuite, on doit être évidemment en capacité, parce que ce qui est vrai pour nous l'est aussi pour ceux qui viennent à Paris, d'être
capable d'accueillir des personnes, tous les gens qui veulent venir à Paris en moins de 2 heures, dans des conditions abracadabresques. C'est un ancien président qui avait utilisé ce mot. C'est incroyable, impossible qu'on continue à accueillir les Parisiens, les étrangers et les gens qui viennent à Paris comme ça. C'est impossible. Au même titre que une mère de famille qui met 1h30 matin, 1h30 le soir et qui stresse le matin pour aller au boulot, pour arriver à l'heure, qui stresse le soir pour récupérer ses gosses. Je dis les mères parce qu'en général c'est quand même les mères, famille. Quand il n'y a pas la peur d'être agressé, n'est-ce pas Marlène, dans les rues de Paris. Donc nous devons porter un projet, c'est essentiel, qui permet aussi évidemment aux handicapés, aux personnes qui ont du mal à se mouvoir, comment la ville des Lumières, cette ville, a pu empêcher ceux qui sont les plus fragiles de pouvoir se balader dans cette ville. C'est juste inacceptable. Notre projet doit placer ça au cœur. Et Benjamin a signé une tribune avec mon ami Dominique Farrugia, qui salue d'ailleurs. Je crois que c'est un enjeu majeur pour l'image et l'attractivité de Paris. Nous devons rouvrir Paris aux classes moyennes. C'est un enjeu majeur. Sinon, quel intérêt qu'une mixité? Je n'en parle évidemment pas trop longtemps. Et puis nous devons être fiers, parce que quand nous allons voir notre maire d'arrondissement, ça serait mieux qu'il arrête de nous dire qu'il n'y peut rien. Ça serait mieux qu'il nous explique que c'est la mairie de Paris, que c'est à l'intérieur de ville que ça se passe. Alors, en réalité, Benjamin, c'est un enjeu majeur parce qu'une personne seule, ça vient d'être dit, ça ne peut pas se faire dans une ville de cette taille. Alors, pour être attrayant, bien sûr, ça va, je suis à l'heure. Pour être attrayant, bien sûr, on doit respirer mieux, mais surtout, Paris sera attrayante si le stress laisse place à la sérénité. Si la fierté du vivre à Paris rejoint la fierté du venir. Si le bonheur de venir à Paris redevient le bonheur de vivre à Paris, et si le futur de Paris, Benjamin redonne l'impulsion nécessaire pour que faire et vivre ensemble redevienne un bonheur quotidien. Et moi j'ai une certitude, le futur maire de Paris, il a un prénom qui s'appelle Benjamin et un nom qui s'appelle Griveaux.